Donc je suis vraiment très contente, moi aussi, de prendre la suite de Marc. C'est toujours difficile de prendre la suite de Marc, parce qu'en général, il a une vue globale des choses que, malheureusement, je n'ai pas. Mais je suis particulièrement contente d'être ici aujourd'hui, dans ce lieu qui est prestigieux, et d'essayer de vous faire partager les recherches que nous faisons effectivement au laboratoire sur ces biocatalyseurs, en essayant de mettre l'accent sur le fait qu'un biocatalyseur, une enzyme, ce n'est pas une nanoparticule de platine, et il y a beaucoup d'aspects qui sont souvent encore mal compris ou mal considérés, qu'il faut vraiment travailler pour être capable, un jour peut-être, de développer des procédés biotechnologiques basés sur ces enzymes. Alors je pense que ce que je vais vous raconter sera assez complémentaire de ce que Marc a dit, puisqu'il a vraiment travaillé sur la photodécomposition de l'eau et la photoproduction de l'hydrogène par les enzymes. Et moi, je vais travailler après lui. Donc on va supposer que l'hydrogène est produit de façon renouvelable, par exemple par les enzymes, ça peut être aussi par la biomasse, et qu'on va essayer d'utiliser cet hydrogène donc produit de façon renouvelable dans des procédés type pile à combustible. Bon, alors je ne vais pas insister sur cette diapositive-ci, elle est plus pour moi pour me chauffer plus qu'autre chose, mais enfin simplement pour insister sur le fait que quand on regarde ces procédés type pile à combustible, là on va parler plutôt des piles à combustible basse température avec de membranes échangeuses de protons, on va avoir besoin effectivement, comme l'a déjà dit Marc, de catalyseurs encore essentiellement à base de platine ou à base d'alliage avec des platines pour catalyser à la fois l'oxydation de l'hydrogène et la réduction de l'oxygène. Bon, ces piles elles sont très intéressantes puisqu'elles permettent des larges gammes de puissance. Si on va vers les basses températures, 80 degrés, jusqu'aux 600 degrés ou 700 ou 800 degrés en changeant d'électrolyte, bon, plus évidemment avec ce type de membrane. Elles ne produisent que de l'eau et de la chaleur, donc on peut dire qu'on a une production d'électricité propre. Mais le fait d'être obligé d'utiliser du platine, bon, ça pose le problème du coût. Ça pose le problème aussi du fait que ce platine est très facilement inhibé par de très petites quantités de CO, ça Marc l'a déjà rappelé. Et si l'on considère qu'actuellement l'hydrogène est essentiellement produit par vaporéformage, il y a toujours des petites quantités de CO dans cet hydrogène qui vient inhiber donc, le catalyseur très facilement. Et en plus, ce catalyseur, il n'est absolument pas spécifique de la réduction de la réaction d'oxydation de l'hydrogène ou de réduction de l'oxygène. Ça impose donc de mettre une membrane séparatrice entre les deux compartiments anodiques et cathodiques. Cette membrane séparatrice, elle doit être très bonne conductrice de protons, pas conductrice d'électroniques. Et à ma connaissance, à l'heure actuelle encore, malgré les très fortes recherches dans ce domaine-là, il y a un seul constructeur au monde qui est vraiment capable de fournir une bonne membrane, d'où vous imaginez le coût de cette membrane. Donc la question, c'est effectivement, aujourd'hui, y a-t-il des alternatives biologiques à ce platine et peut-on essayer d'aller vers des biocatalyseurs qui remplaceraient le platine? Alors je vais essayer de vous raconter un peu tout ça à partir des exemples que nous avons au laboratoire et on va regarder un peu comment se débrouille cette bactérie qui va nous accompagner un peu tout au long de ce séminaire, qui s'appelle Aquifex aolicus. Donc pour ceux d'entre vous qui ont fait du latin, Aquifex ça veut dire faiseur d'eau. Et effectivement, cette bactérie, pour trouver son énergie, l'énergie qui lui est nécessaire pour se reproduire, pour pousser, pour croître, pour se développer, elle va en fait utiliser un métabolisme, elle en a plusieurs, mais un de ces métabolismes va être de transformer, d'oxyder donc l'hydrogène en protons d'un côté de la membrane plasmique et de réduire l'oxygène en eau de l'autre côté de la membrane plasmique. Et ce couplage redox, il va permettre un gradient de protons qui va lui servir à la production d'ATP, qui est la brique énergétique de tout micro-organisme. Ce type de couplage redox, il en existe de nombreux types différents qui vont associer différentes enzymes et protéines redox, toujours très bien organisées et structurées. Et donc on peut se dire que finalement, si on arrive à identifier et à immobiliser sur des électrodes ces différents partenaires qui sont impliqués dans les micro-organismes, on va pouvoir effectivement faire quelque chose qui va ressembler à une biopile à combustible. Là, j'ai très schématiquement, évidemment, superposé simplement la pile à combustible et la façon dont le micro-organisme, donc la bactérie Aquifex aolicus, va, elle, produire son énergie. Et finalement, c'est quelque chose qui est très semblable. Donc ça veut dire que si on arrive à immobiliser ces enzymes, on va pouvoir faire ce que l'on va appeler une biopile à combustible. Bon, vous noterez pour l'instant le changement d'échelle. Il n'est plus question, là, en tout cas pour l'instant,
de penser mettre une biopile à combustible dans une voiture, mais en tout cas, pourquoi pas, en tout cas, un petit modèle réduit. Donc, en immobilisant cette fois les enzymes qui vont être les catalyseurs de remplacement du platine, et l'on va pouvoir envisager, élargir en fait le panel, la gamme d'oxydants et de fuel que l'on va pouvoir utiliser. Donc ça, c'est un premier avantage. Le deuxième avantage, ou le fait évidemment que les enzymes sont par nature biodégradables et biodisponibles, est qu'une enzyme en général est très spécifique de la transformation d'un substrat et pas d'un autre substrat. Ce qui fait qu'on va pouvoir envisager enlever cette membrane séparatrice entre le compartiment cathodique et anodique, qui était un coût supplémentaire pour la pile à combustible. Et enfin, en général aussi, les enzymes vont transformer leur substrat avec des surtensions qui sont très faibles, donc la différence entre le potentiel auquel elles transforment effectivement le substrat et le potentiel thermodynamique, ce qui fait qu'on va pouvoir espérer avoir des tensions de pile relativement importantes. Alors évidemment, si on parle biopile, il faut penser puissance. Je ne vous apprendrai rien en disant que la puissance, c'est le produit de l'intensité par la tension. Donc il va falloir qu'on choisisse effectivement un comburant et un carburant tel que la tension disponible de pile soit la plus grande possible. Et il va falloir qu'on choisisse aussi des biocatalyseurs, donc des enzymes, qui permettent de transformer le comburant et le carburant de façon rapide, de manière à avoir non seulement donc une tension de sortie importante, mais également un courant de catalyse important. Alors quels vont être ces systèmes ? À la cathode, on pense assez naturellement à l'oxygène, puisque l'oxygène il est disponible autour de nous et qui permet un potentiel de réduction relativement élevé. Et dans la nature, il existe des enzymes qui sont particulièrement efficaces pour la réduction de l'oxygène en eau. Et ces enzymes sont en particulier des enzymes qui contiennent des atomes de cuivre, donc qui ont été maturés en même temps que la maturation de la protéine. Donc vous avez ici une structure. Alors là, je vais vous parler de la bilirubine oxydase, qui est une de ces enzymes qui est effectivement utilisée actuellement dans les procédés type biopile à combustible. Donc cette structure cristallographique vous montre qu'en dehors donc, de l'enchaînement d'acides aminés qui composent la structure cristallo de l'enzyme, il y a 4 atomes de cuivre différents. Donc vous avez ici la disposition. Entre les deux atomes, il y a une 13 angstrom exactement. Et ce premier atome de cuivre est situé ici plutôt en surface de la protéine. Et c'est là que vient se fixer le substrat naturel de la bilirubine pour ensuite effectuer l'oxydation de la bilirubine en biliverdine in vivo. Le transfert d'électrons intramoléculaire a lieu entre le T1 et le T2-T3, et c'est sur ce site trinucléaire à cuivre qu'a lieu la réduction de l'oxygène en eau. Alors, ces enzymes sont connues depuis très longtemps, le cycle catalytique est aussi connu depuis très très longtemps, et le cycle, je vous l'ai mis ici, je ne vais pas le détailler, il est maintenant à peu près admis, l'oxygène se fixe sur l'enzyme totalement réduite, passe par un certain nombre d'intermédiaires qui sont maintenant à peu près connus pour réduire à 4 électrons, donc l'oxygène en eau. Il y a encore un certain nombre de débats, on va dire, sur des états inactifs de ces enzymes, en particulier en présence de chlorure, mais globalement, le cycle donc est connu. Alors à l'anode, on a plusieurs possibilités. Une des possibilités, c'est d'utiliser des sucres pour oxyder par exemple le glucose en gluconolactone. Alors, pour ceux qui étaient là il y a 15 jours, Nicolas Manot est venu faire un séminaire, je pense qu'il a détaillé tout ça en particulier. Et effectivement, la pile ou la biopile glucose-oxygène est une des biopiles les plus vieilles, puisque la preuve de concept date de 1964, donc c'est très très vieux. Les choses ont beaucoup avancé depuis pour arriver maintenant à des dispositifs qui sont implantés, puisque l'idée à la base, c'est effectivement de se dire on va pouvoir utiliser ce type de système dans le corps humain, par exemple, puisqu'on va utiliser directement les fluides physiologiques, glucose et oxygène, du sang, ou ça peut être aussi les fluides physiologiques des larmes actuellement, pour alimenter des petits dispositifs médicaux. Donc ça, ce sont des recherches qui sont faites en France, en particulier dans le groupe donc, de Nicolas Manot à Bordeaux et de Serge Cosnier, qui vient, je crois, la semaine prochaine à Grenoble, et qui sont relativement avancées. Mais cela dit, si l'on regarde les densités d'énergie des différents fuels que l'on peut avoir à disposition, on voit que l'hydrogène, effectivement, a une densité d'énergie bien plus forte. Et l'on se dit donc qu'on a peut-être intérêt à essayer de regarder si on ne peut pas développer, plutôt que des biopiles glucose-oxygène qui sont largement développées dans de nombreux laboratoires depuis de nombreuses années, une biopile qui serait vraiment basée sur l'oxydation de l'hydrogène en protons, associée donc à la réduction enzymatique aussi de l'oxygène en eau. Alors Marc vous en a parlé, mais il a plus parlé des hydrogénases aujourd'hui comme des catalyseurs exceptionnels pour la production d'hydrogène.
Il a quand même évoqué le fait qu'un certain nombre de ces hydrogénases étaient capables de faire la réaction réversible, c'est-à-dire à la fois de produire de l'hydrogène, mais aussi d'oxyder l'hydrogène en protons. Et c'est effectivement cette propriété que l'on va utiliser. Donc je vous remets ici une des structures cristallographiques d'une hydrogénase à nickel-fer. Donc là, on n'a plus de métaux nobles, effectivement, on n'a plus que des métaux ici, le nickel et le fer. Donc le site actif, il est enfoui au sein de la protéine. Vous avez ici un certain nombre de canaux qui vont permettre l'acheminement du substrat vers le site actif, et puis un chapelet de 3 relais électroniques, fer-soufre, dont Marc a parlé aussi, et qui sont véritablement là pour faire un véritable fil conducteur. Une fois que l'hydrogène est coupé de façon hétérolytique au site actif, les électrons vont être acheminés le long de ces 3 fer-soufre pour arriver en surface de l'enzyme. Alors, le cycle catalytique est également, lui, connu depuis maintenant très très longtemps. Il y a aussi des débats, en particulier sur des états inactifs qui se forment soit avec l'oxygène, soit en anaérobie, à haut potentiel en particulier, ou à la lumière. Mais globalement, bon, le cycle est celui-ci, donc coupure hétérolytique de l'hydrogène, et ensuite un certain nombre d'états qui impliquent différents degrés d'oxydation du nickel et du fer, pour globalement donc oxyder l'hydrogène à 2 électrons en protons. Le problème donc, de ce type d'hydrogénase, c'est que jusque dans les années 2005 environ, toutes les hydrogénases qu'on avait identifiées étaient extrêmement sensibles à l'oxygène. Alors bon, ce n'était pas forcément un problème quand on voulait étudier le mécanisme catalytique, on se débrouillait, on travaillait en boîte à gants en particulier. Maintenant, si on voulait un jour envisager d'utiliser ces enzymes à des fins biotechnologiques, et en particulier dans une biopile où face à l'anode, on a une cathode qui fonctionne avec l'oxygène, ça devenait un peu plus compliqué. Donc ce sont des travaux qui ont été très intenses durant les 10 dernières années, en particulier dans notre laboratoire, pour essayer d'une part de comprendre cette sensibilité à l'oxygène de ces enzymes, les hydrogénases, et d'essayer évidemment d'y remédier. Et au labo, donc, on a eu 2 axes privilégiés. Le premier qui a été d'essayer de faire de l'ingénierie génétique, en particulier près du site actif, puisqu'on avait remarqué qu'il y avait un canal qui permettait en fait à l'hydrogène d'arriver au site actif, et on s'est dit qu'en faisant une sorte de tamis moléculaire, on arriverait à ralentir la diffusion de l'oxygène au site actif. Donc ça, c'est ce qui a été fait en faisant des mutations, donc ponctuelles, dans le groupe en particulier de Christophe Léger au laboratoire, où ils ont pu effectivement obtenir un certain nombre de mutants qui commençaient à présenter certaines tolérances, on va dire, à l'oxygène, mais qui n'étaient pas encore résistantes à l'oxygène. Et l'autre voie que nous avons choisi de suivre au laboratoire, c'était d'essayer d'explorer la biodiversité et de voir s'il n'existait pas finalement des organismes qui avaient un métabolisme de l'hydrogène en présence d'oxygène, donc soit en aérobie, soit des micro-organismes micro-aérobies. Et de ce fait, on espérait donc par la suite pouvoir identifier dans ces organismes des hydrogénases qui auraient acquis la résistance à l'oxygène. Et c'est effectivement ce que l'on a trouvé en travaillant sur donc, la bactérie Aquifax aeolicus, donc, qui est une bactérie ancestrale, donc, qui pour nous est très intéressante parce qu'elle nous permet d'étudier les bases moléculaires qui permettent à ce type de bactérie ancestrale de vivre encore aujourd'hui. C'est en plus une bactérie hyperthermophile, donc une bactérie un peu particulière puisqu'elle va pousser à des températures de 85 degrés, donc qui est un petit peu anormal pour un micro-organisme. Donc on la trouve dans des îles un peu paradisiaques comme celle-ci. Et dans ce type de micro-organisme, donc, on a effectivement identifié une hydrogénase à nickel-fer, donc même site actif que les hydrogénases sensibles à l'oxygène dont je vous ai parlé tout à l'heure. Particularité près, c'est qu'elle est ancrée à la membrane, contrairement aux autres hydrogénases sensibles à l'oxygène qui sont en général solubles dans le périplasme. Et on a montré donc, au cours des dernières années que cette hydrogénase, extraite de cette bactérie, donc Aquifax aeolicus, était tolérante à l'oxygène, c'est-à-dire qu'elle pouvait très bien oxyder l'hydrogène même en présence d'oxygène, complètement résistante au CO. On peut injecter du CO, elle ne bronche pas, elle continue à oxyder l'hydrogène. Et comme elle est extraite d'un organisme hyperthermophile, elle peut en plus oxyder l'hydrogène sur une large gamme de températures. Alors ça, évidemment, c'est aussi intéressant pour des procédés biotech. Alors, il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites dans divers laboratoires dans le monde pour essayer de comprendre pourquoi ces enzymes étaient résistantes à l'oxygène et d'autres pas. Et les derniers, on va dire, développements viennent de... cette résistance proviendrait donc de ce relais fer-soufre, donc, qui fait partie du chapelet de cette ligne conductrice des électrons, donc celui qui est le plus proche du site actif, du nickel-fer,
et qui aurait une géométrie différente des enzymes sensibles à l'oxygène, qui lui permettrait effectivement de réduire très rapidement l'oxygène en eau dès que celui-ci attaque le site actif. Bon, ça, ce sont les derniers développements. Ok, donc nous avons deux enzymes, une bilirubine-oxydase pour la réduction de l'oxygène en eau, une hydrogénase multirésistante pour l'oxydation de l'hydrogène en protons. Donc très facile, nous avons deux biocatalyseurs, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à, sauf que quand on considère une enzyme comme celle-ci, c'est un objet macromoléculaire qui va faire 6, 10 nanomètres de diamètre, si on le prend comme une sphère, dont le site actif est enfoui au sein d'une structure protéique qui est elle-même relativement isolante. Et on se dit que ce n'est pas forcément évident de réussir à faire en sorte que l'hydrogène arrive là et que l'électron arrive sur l'électrode. En tout cas, certainement pas aussi simple que quand on utilise une nanoparticule de platine. Donc c'est ce que je vais essayer de vous décrypter un petit peu aujourd'hui, et en considérant le premier problème, qui est sans doute l'accessibilité du substrat jusqu'au site actif. Et je vais vous illustrer ça en prenant deux hydrogénases à nickel-fer qui ont une structure qui est très très proche. L'une, donc, c'est notre super-héros, notre super résistante hydrogénase, oxygène, CO, température tolérante, donc extraite de la bactérie hyperthermophile Aquifex aulicus. Et l'autre, c'est une autre hydrogénase à nickel-fer que l'on connaît depuis très longtemps au laboratoire, qui est extraite d'une bactérie sulfatoréductrice cette fois, mais qui est oxygène, CO et température sensible. Alors ce que l'on a fait, c'est que l'on a essayé de regarder quels étaient les différents canaux qui permettaient à l'hydrogène d'arriver au site actif dans ces deux hydrogénases. Et l'on a montré que dans le cas de l'hydrogénase Aquifex aulicus, les canaux étaient tous situés du même côté de la protéine, alors que dans le cas de cette autre hydrogénase de sulfovibrio fructosovorance, il y avait une distribution des canaux dans tout le volume de la protéine. Alors ça peut très bien se comprendre, puisque in vivo, cette protéine-ci est ancrée à la membrane, donc finalement elle n'a pas besoin de ce degré de liberté supplémentaire d'avoir des canaux situés de partout, puisque de toute façon elle aura une position fixe. Alors que celle-ci, elle est obligée de s'adapter à différents environnements dans le périplasme, et il lui faut donc des canaux d'acheminement de l'hydrogène distribués sur tout le volume de la protéine. Et ça a quoi comme conséquence ? Ça peut avoir comme conséquence quelque chose qu'on a beaucoup de mal à appréhender en électrochimie en particulier, c'est que si par malchance on vient immobiliser cette protéine qui certes est très résistante sur l'électrode et que l'on vient fixer les canaux d'acheminement de l'hydrogène sur l'électrode, on n'a aucune chance d'avoir de la catalyse. Donc c'est le premier problème. Le deuxième problème, il vient du fait que le site actif est enfoui au sein de la structure protéique. Et donc comment va se faire le transfert des électrons ? Alors ça, on va regarder également comment se débrouille finalement le micro-organisme pour faire ce transfert d'électrons extrêmement efficace. Deux choses. La première chose, c'est comment il va faire pour que les électrons qui sont produits ici au site actif arrivent très rapidement jusqu'à la surface de la protéine. Ce que l'on voit statistiquement dans toutes les enzymes que l'on a pu étudier, il y a maturation en même temps que le site actif de relais électroniques, de manière à ce que la distance entre les différents relais soit toujours inférieure à 14 angstroms, de telle sorte que le transfert d'électrons intramoléculaire ne soit jamais limitant par rapport à la catalyse. C'est le premier point. C'est parti tout seul. C'est le cas par exemple de l'hydrogénase à nickel-fer. Si l'on regarde les distances entre le site actif ici et les trois relais fer-soufre par lesquels passent les électrons, vous voyez que les distances sont de 10, 6, 9, 5, 8, 7 angstroms. Donc des distances petites pour pouvoir avoir effectivement une vitesse de transfert d'électrons efficace. La deuxième chose, c'est qu'une fois que l'électron arrive en surface ici de la protéine, ça ne suffit pas, il faut bien qu'il soit donné au partenaire physiologique dans la chaîne de transfert d'électrons, dans la chaîne métabolique, de manière au bout du compte à former l'ATP. Alors si l'on prend par exemple cette hydrogénase soluble cette fois-ci, donc celle qui effectivement n'est pas très bien parce que pas sensible à l'oxygène, au CO, etc. On sait qu'elle est en interaction avec une autre petite protéine qui est un cytochrome C3. C'est une protéine qui contient 4 M, donc 4 structures porphyriniques, l'M passant donc de l'état redox fer 3 au fer 2. Et on sait que l'électron, une fois qu'il arrive à ce dernier relais électronique ici de fer soufre en surface, il est donné à ce cytochrome C3. Ce que l'on a vu aussi, donc ça ne sont pas des études très récentes comme vous pouvez le voir, c'est qu'en fait, avant le transfert d'électrons, il y a une reconnaissance moléculaire entre l'hydrogénase et son partenaire physiologique,
de manière à placer les deux centres, donc le fer soufre de surface sur l'hydrogénase et l'hème en interaction, donc le fer de l'hème en interaction sur le cytochrome C3, à une distance de 8,8 angstroms, donc compatible effectivement avec un transfert électronique. Et si l'on regarde maintenant les acides aminés qui sont situés autour du relais fer soufre de surface chez l'hydrogénase et autour de l'hème en interaction avec l'hydrogénase chez le cytochrome C3, eh bien on voit ici des résidus E, donc des résidus glutamiques, donc qui vont être chargés négativement au pH physiologique, et des résidus K, donc des résidus lysine, qui vont être chargés positivement au pH physiologique. Donc ça veut dire qu'il y a un complexe très fort électrostatique qui se forme entre les deux partenaires avant le transfert d'électrons, et c'est ce qui permet donc un transfert d'électrons efficace in vivo. Donc ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'en tant que bioélectrochimiste, si l'on veut nous essayer d'avoir effectivement aussi un transfert d'électrons rapide en shuntant finalement la chaîne de transfert d'électrons, en ne prenant plus que l'enzyme et l'électrode, il faut qu'on arrive à faire un leurre finalement du cytochrome C3 par rapport à l'enzyme, et donc à fonctionnaliser de façon chimique l'électrode, de manière à essayer de faire en sorte que le fer soufre se retrouve effectivement à une distance compatible avec un transfert d'électrons rapide. Et pour ce faire, eh bien, c'est nécessaire de déterminer les bases moléculaires qui vont permettre effectivement cette orientation de l'enzyme sur la surface de l'électrode. Alors je vais illustrer tout ça avec nos deux hydrogénases. Et l'on va suivre en fait par électrochimie ce qui va se passer quand on va venir immobiliser donc l'hydrogénase, ici elle est symbolisée par cette ellipse, sur une électrode. Soit par chance ou par connaissance des choses, on va réussir à fixer l'enzyme avec le fer soufre à une distance compatible avec un transfert d'électrons direct, Marc vous en a déjà parlé. Soit on ne va pas réussir à avoir le fer soufre de surface à une distance compatible avec un transfert d'électrons, et dans ce cas-là, on va rajouter un médiateur redox, donc une petite molécule qui, elle, est un système électrochimique rapide, donc qui peut échanger rapidement, elle, avec l'électrode et qui va venir faire la navette électronique entre l'enzyme et l'électrode. Et c'est le suivi de ces deux processus direct et processus médié, qui va nous permettre d'avoir une idée, si ce n'est une quantification, de la population d'enzymes qui est effectivement bien orientée sur l'électrode et de la population d'enzymes qui ne l'est pas, et d'essayer de remonter aux bases moléculaires d'une orientation fonctionnelle de l'enzyme à l'électrode. Alors on va utiliser dans un premier temps des monocouches assemblées sur or. Pourquoi? Parce que ça nous permet d'avoir des monocouches qui sont très bien structurées, et on profite donc du fait que le thiol forme une liaison avec l'or, avec possibilité d'avoir des surfaces, des chimies de surface qui sont très versatiles, puisque des composés thiolés, il en existe de nombreux, où on peut en synthétiser relativement facilement, ce qui va nous permettre de mettre en surface des fonctions hydrophobes, hydrophiles, chargées positivement, chargées négativement, jouer sur la structure du film, sur la longueur du film, etc., et regarder comment se passe le transfert d'électrons, donc l'oxydation de l'hydrogène, par les enzymes qu'on vient immobiliser sur ce type de substrat. Donc on va illustrer ça toujours avec nos deux exemples pertinents, nos deux hydrogénases, donc l'une membranaire, enfin l'une soluble, on va dire celle qui est extraite de la bactérie sulfatoréductrice, qui est sensible à tout, et l'autre qui est super résistante, extraite de la bactérie Aquifex aeolicus. Alors on prend la première. La première, donc, on en a déjà parlé, c'est celle qui interagit avec un cytochrome C3. Il se trouve que ce cytochrome C3, c'est une petite protéine qui est très basique, donc qui est chargée plutôt positivement. Et effectivement, ce que l'on voit, c'est que quand on fait une modélisation des charges de surface, et en particulier quand on regarde l'environnement autour de ce centre fer-soufre, on voit une zone très très rouge. Cette zone très très rouge, elle signifie donc tous les résidus glutamate dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui font effectivement que l'on peut avoir une interaction électrostatique avec le partenaire physiologique. On calcule le moment dipolaire de cette protéine, et l'on voit qu'on a une seule direction de ce moment dipolaire, qui pointe donc à l'opposé du fer-soufre de surface, et qui est relativement important puisqu'il est de l'ordre de 2000 de Baye. Que se passe-t-il donc si on vient poser, fixer cette enzyme sur des électrodes d'or modifiées par différents thiols? Donc deux configurations. La première, on modifie l'or de manière à avoir des fonctions négatives en surface, ou on modifie l'or de façon à avoir des fonctions positives en surface. Si l'on regarde ce qui se passe sur des fonctions négatives dans un premier temps, on a d'abord la courbe noire, qui est liée à un courant d'oxydation de l'hydrogène par les quelques hydrogénases qui ont bien voulu se fixer avec le fer-soufre ici de surface contre l'électrode, c'est très faible. En revanche, quand on rajoute un médiateur redox, ici c'est du méthylbiologène en solution,
on a un très fort courant d'oxydation de l'hydrogène, mais qui est médié par le méthylbiologène. Ce qui fait que dans ce cas-là, quand on analyse tout ça, on peut estimer que 95% des hydrogénases se sont fixées sur l'électrode négative avec le fer-soufre trop loin de la surface, de manière à ce que l'oxydation de l'hydrogène ne puisse se faire que via un médiateur redox. En revanche, si on fait la même manip mais sur une électrode positive, dans ce cas-là, la courbe noire montre l'oxydation de l'hydrogène directement, donc liée à une certaine population d'hydrogénases qui, effectivement, a son fer-soufre contre l'électrode. Et quand on rajoute du médiateur redox, on voit très peu de différence finalement entre la courbe noire et la courbe bleue au potentiel d'oxydation de l'hydrogène. Tout ce qu'on voit, c'est simplement le médiateur redox qui agit tout seul, comme s'il n'y avait ni hydrogène ni enzyme. Ce qui signifie que dans ce cas-là, 100% des enzymes se sont retrouvées dans cette configuration où le fer-soufre, on a toujours une distribution évidemment d'enzymes, ce n'est pas ponctuel, mais on a toutes les enzymes qui sont capables d'échanger directement avec l'électrode. Donc, pour cette enzyme-là en tout cas, l'immobilisation est vraiment contrôlée et l'orientation est contrôlée par les interactions électrostatiques. Ok, donc qu'en est-il pour cette autre hydrogénase qui a l'air de ressembler très fortement à la première que l'on vient d'étudier, qui, je vous le rappelle, est membranaire et multirésistante? On fait la même chose, ou à peu près. En tout cas, on vient de la même manière de déposer l'enzyme, soit sur des électrodes d'or positives ou négatives. On enregistre le premier courant sans médiateur redox. Ce que l'on voit, c'est que quelle que soit la charge, positive ou négative, on a toujours un courant d'oxydation de l'hydrogène. Donc ça veut dire que dans les deux cas, on a toujours une population d'enzymes qui arrivent à être connectées directement à l'électrode. On rajoute du médiateur redox en solution. Ce que l'on voit, en plus du courant direct que l'on avait en noir, c'est la courbe bleue, c'est-à-dire qu'on a en plus un processus d'oxydation qui est médié cette fois-ci. Donc on a les deux processus. Ce qui veut dire que, en fonction, quelle que soit la charge en fait, de l'électrode d'or, on va toujours avoir une population d'enzymes qui est capable de réagir directement à l'électrode et une autre qui n'est pas capable d'agir avec l'électrode. Donc on n'a absolument pas d'orientation possible de l'enzyme sur l'électrode, simplement par interaction électrostatique. Et ça, on l'a vérifié également par dynamique moléculaire, parce que quand on regarde les moments dipolaires de cette hydrogénase, on voit qu'il y a une très large fluctuation de la direction de ces moments dipolaires, qui est complètement en accord avec les manips que l'on a faites, nous, en électrochimie, sur différentes charges de surface, et qui est aussi en accord avec le fait que, comme l'enzyme est ancrée à la membrane, elle n'a pas besoin de ces interactions électrostatiques pour le transfert d'électrons. Donc c'est correct. Alors on s'est dit, bon, très bien, comme c'est une enzyme membranaire, ça doit être sans doute des interactions hydrophobes qui vont contrôler l'orientation de l'enzyme sur l'électrode. Donc on modifie l'électrode d'or par des thiols non chargés cette fois, mais avec des fonctions CH3, donc des fonctions hydrophobes. Donc on fait une électrode qui effectivement a une surface hydrophobe, mais on vient immobiliser l'hydrogénase sur cette électrode hydrophobe. Et ce que l'on voit, contrairement à ce qu'on attendait à la base, c'est qu'on a toujours un courant d'oxydation direct, donc sans médiateur redox qui est très faible, alors que le courant d'oxydation de l'hydrogène médié par un médiateur est très fort. Donc, ce qui fait que dans ce cas-là, il semblerait qu'on ait aussi privilégié une immobilisation de l'enzyme avec le fer-soufre de surface, donc le relais électronique de surface, loin de l'interface. Donc, à ce niveau-là, ça voulait dire est-ce qu'effectivement, en fonction de l'hydrophobicité de la surface, on a ou pas une orientation privilégiée. Donc là, on s'est tourné vers Sophie Lecomte à Bordeaux, qui fait de l'infrarouge de surface, du PMIRAS de surface, et on a essayé de voir si on avait une possibilité de calcul, finalement, de l'orientation de l'enzyme en fonction de l'état de surface de l'électrode. Donc ce que l'on a fait, c'est qu'on a immobilisé l'enzyme soit sur une surface négative, soit sur une surface hydrophobe, et on a calculé le ratio entre les deux bandes, amide 1 et amide 2, qui sont vraiment les empreintes digitales d'une protéine. Et selon ce ratio, on peut calculer donc un angle que va faire la protéine. Donc dans ce cas-là, on va la considérer comme, parce que c'est bourré d'hélice alpha, donc on va considérer un vecteur d'hélice alpha, et on va calculer l'angle que va faire ce vecteur d'hélice alpha avec la normale à l'électrode. Donc si vous avez deux spectres caractéristiques qui sont obtenus soit sur une surface donc négative, soit sur une surface hydrophobe, et vous voyez que le ratio des deux bandes est nettement différent, ce qui veut dire effectivement qu'on a une orientation différente de l'enzyme en fonction de l'hydrophobicité de la surface, qui explique pourquoi, en électrochimie, on avait également un processus différent, donc soit médié direct, soit uniquement médié,
en fonction de l'hydrophobicité de la surface. Alors ça nous a permis de proposer un modèle qui reste un modèle et qui donc demanderait encore aujourd'hui à être affiné très certainement. Donc c'est ce à quoi il faut qu'on s'attache. Et ce modèle, il tient en fait compte de quelque chose qu'on avait un petit peu oublié dans notre étude, qui était l'hélice transmembranaire. Parce que quand on purifie cette enzyme, qui est une enzyme transmembranaire, on va la purifier en fait également avec l'hélice, qui lui sert vraiment d'ancrage dans la membrane. Et quand on purifie des protéines membranaires, eh bien, il faut qu'on ajoute des détergents pour solubiliser les protéines des membranes. Et évidemment, cette hélice, elle est bourrée d'acides aminés hydrophobes, puisqu'elle est dans la membrane, et donc elle va se retrouver recouverte de détergents. Ce qui veut dire que dans une zone qui est très très proche, puisque cette hélice elle est à moins de 15 angstroms du dernier relais électronique de surface, donc dans cette zone-là, on va définir une zone qui va être hautement hydrophile, et donc du coup qui ne va avoir aucune affinité pour la surface hydrophobe, ce qui explique pourquoi le fer soufre se retrouve rejeté loin de la surface hydrophobe et qu'on a besoin d'un médiateur redox pour oxyder l'hydrogène. Quand on travaille sur une surface hydrophile, comme on n'a pas vraiment de charge positive, négative très forte sur la surface, comme le moment dipolaire, ça je ne vous l'ai pas dit, est également plus faible que dans le cas des hydrogénases qui sont solubles dans le périplase, eh bien, l'hydrogénase va adopter un peu toutes les conformations qu'elle veut ou qu'elle peut, et l'on va avoir donc possibilité d'oxyder l'hydrogène soit directement quand le fer soufre se retrouve à proximité de la surface, soit à l'aide d'un médiateur redox. Donc ça, c'était les premières études qui permettaient d'essayer de montrer comment, enfin d'avoir les outils pour montrer comment on pouvait avoir des paramètres qui nous permettraient de guider l'orientation spécifique d'une enzyme sur une électrode. Cela dit, bon, donc, la conclusion de tout ça, là, pour l'hydrogénase qui nous intéresse en particulier, ça veut dire que pour l'instant, on n'est pas capable. On n'est pas capable d'avoir une orientation fixe et on a toujours une distribution d'orientation. Cela dit, même si un jour on arrive à trouver les conditions, les paramètres qui nous permettront d'avoir toutes nos hydrogénases alignées comme de bons petits soldats avec le fer soufre le plus proche possible de l'électrode, il n'en reste pas moins que si l'on veut développer des procédés biotechnologiques, on sera limité par cette monocouche et par donc l'efficacité enzymatique de l'enzyme. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on aille vers des matrices tridimensionnelles de manière à augmenter la quantité d'enzymes qui peuvent travailler, qui peuvent fonctionner en oxydation de l'hydrogène, et peut-être aussi lever finalement cette limitation par l'orientation, parce que statistiquement, dans le nanomatériau ou dans la matrice tridimensionnelle, on va pouvoir avoir différents points d'ancrage, même si la chimie, on va dire, de surface du matériau n'est pas forcément favorable à un ancrage de l'enzyme par le dernier relais de surface. Donc ça, c'est ce que nous avons beaucoup travaillé au cours des 3-4 dernières années, avec différents nanomatériaux, donc je n'aurai pas le temps de tout vous exposer, mais on a pas mal travaillé sur des réseaux de nanoparticules d'or de différentes tailles, différemment également modifiés en surface, en chimie de surface. Nous avons montré qu'effectivement, avec ces nanomatériaux, nous étions capables de fortement augmenter les courants d'oxydation de l'hydrogène, mais c'est simplement, je dis simplement parce que c'est peut-être pas évident que ce soit simplement, mais c'est simplement lié à l'augmentation de la surface liée aux nanoparticules. Nous espérions avoir un effet vraiment plasmon de la nanoparticule, ce que nous n'avons pas, c'est simplement on augmente les surfaces électroactives et donc on augmente aussi les courants. Cela dit, les courants d'oxydation sont très très forts. Puis je vais vous présenter un peu plus un autre travail que nous avons fait dernièrement avec des nanofibres de carbone. Alors, ce travail s'est effectué en collaboration avec un laboratoire des matériaux à Mulhouse qui synthétise ces nanofibres de carbone. Et ces nanofibres sont particulièrement intéressantes parce qu'en fait, elles sont formées de cônes de graphène qui sont empilés donc, les uns sur les autres, formant donc une sorte d'arête de poisson. Ce qui fait qu'on va avoir ici, à chaque cône, autant de sites d'ancrage pour l'enzyme. Bon, de plus, ces fibres peuvent être traitées relativement facilement pour leur chimie de surface, et donc on peut passer assez facilement de quelque chose de très hydrophobe à quelque chose de moins hydrophobe. On a eu beaucoup de mal cependant à obtenir des fibres vraiment hydrophiles, donc ce qui peut poser problème par la suite. Et puis on va venir donc déposer ces fibres en multicouches sur une petite ici électrode analytique. Ça fait au laboratoire, on travaille sur des électrodes qui font 2-3 mm de diamètre, donc c'est tout petit. Et on va venir incorporer donc l'enzyme progressivement dans ce film. Alors là, vous avez un exemple de ce que l'on peut obtenir comme courant d'oxydation de l'hydrogène
par l'enzyme donc incorporé dans ces multicouches de nanofibres, comparé à ce que l'on obtient quand on immobilise l'enzyme simplement sur notre petite électrode de graphite. Bon, vous voyez que les facteurs d'amplification de courant sont énormes. Et tout ça, c'était très intéressant parce que du coup, ça nous a permis effectivement, pour la première fois, de montrer que l'on était capable d'atteindre des densités de courant supérieures à 4 mA par centimètre carré. Donc ça, c'est en 2014. Donc c'était vraiment les densités de courant qui n'avaient jamais été obtenues pour l'oxydation de l'hydrogène par une enzyme. Et ça nous a permis de montrer aussi qu'on était capable de faire fonctionner cette enzyme dans ce type de nanomatériaux sur de larges gammes de température, puisque là, on a travaillé entre 30 et 70 degrés, et on continue à avoir donc des densités de courant qui sont très importantes. Bon, néanmoins, quand on regarde, quand on fait varier le débit de gaz là, dans l'électrolyte, on voit que très rapidement, on est limité par le débit de gaz, ce qui fait que même sur des petites épaisseurs, sur des petites électrodes, très rapidement, c'est le transfert de masse qui va limiter notre processus, et que c'est quelque chose donc qu'il va falloir qu'on travaille beaucoup dans la suite. Alors bon, pour limiter également le transfert de masse, on s'est dit on va peut-être changer de matériau parce que finalement nos fibres de carbone, nos nanofibres de carbone déposées sur nos petites électrodes, ça forme quand même sans doute des réseaux relativement denses dans lesquels l'hydrogène ne peut peut-être pas passer. Donc on va passer à autre chose qui va nous permettre également de changer d'échelle et d'aller plus vers le procédé biotechnologique. Donc on a pris cette fois des feutres de carbone, donc vous voyez ici l'épaisseur est de 7 mm et puis la largeur et la longueur, elle est ce que l'on veut. On peut faire 3 mètres, on peut faire le terrain de tennis si on veut. Donc on passe de ça à quelque chose qui est beaucoup plus grand, donc avec une possibilité de changer la géométrie à souhait, d'avoir quand même un réseau qui est très poreux, puisqu'ici vous avez le réseau de fibres que constitue ce feutre de carbone. Les diamètres des fibres sont de 10 micromètres, et quelque chose aussi qui a une forte rugosité. Donc ça, c'est plutôt intéressant pour venir immobiliser des enzymes. Et puis, comme ça ne suffisait sans doute pas tout à fait, comme on avait montré que notre hydrogénase elle était tout à fait capable d'oxyder l'hydrogène, en particulier sur des surfaces hydrophiles modifiées positivement ou négativement, que la surface du feutre, elle, est plutôt hydrophobe, donc on s'est dit qu'on allait post-fonctionnaliser ces feutres de carbone en ajoutant donc des nanotubes de carbone eux-mêmes fonctionnalisés avec des fonctions carboxyliques. Et là, c'est ce que l'on obtient. Donc vous voyez cette fibre modifiée a posteriori donc, par des nanotubes de carbone fonctionnalisés. Donc, vous voyez le tapis de nanotubes de carbone sur la nanofibre, sur le feutre, sur la nanofibre du feutre. Et vous voyez aussi que l'on augmente de façon considérable les surfaces électroactives, puisqu'on passe ici d'une surface de 17 cm² électroactive à une surface électroactive de 80 cm². Donc, on est capable par là même déjà non seulement de changer la chimie de surface, mais aussi d'augmenter de façon considérable les surfaces électroactives. Alors grâce à ça, je vous mets un histogramme là, de ce que l'on a pu obtenir en des temps de l'ordre de 5 ans environ sur les courants, donc les courants ou densités de courant. Ici, je l'ai mis en courant parce que c'est ce dont on aura besoin ensuite pour un procédé biopile, qui nous fait passer de quelques microampères quand on immobilisait l'enzyme sur un plan de graphite à des courants de l'ordre de 2 mA maintenant en utilisant donc des feutres de carbone modifiés par des nanotubes de carbone qui ont simplement des petits cylindres actuellement qui font 2-3 mm. Donc ce n'est pas non plus des grosses électrodes, on pourrait encore aller évidemment plus loin. Donc vous voyez l'augmentation donc, très nette de ces courants, liée non seulement à la connaissance de l'enzyme elle-même évidemment, liée aussi à la connaissance de l'interaction entre l'enzyme et le matériau, qu'il faut encore qu'on travaille, et liée au développement de matériaux. Donc ça suppose vraiment une interaction entre à la fois les chimistes, les physico-chimistes, les gens des matériaux et les biochimistes. C'est nécessaire, je pense, pour avancer dans ce type de procédé. Alors évidemment, le laboratoire était connu pour son travail sur les hydrogénases, mais si l'on veut travailler sur une biopile H2O2, il ne faut pas oublier le côté oxygène. On est obligé de s'occuper aussi du côté oxygène. Donc ça, c'est ce que l'on a fait beaucoup au cours des dernières années, en travaillant sur 2 bilirubine oxydases. Donc vous vous rappelez que les bilirubine oxydases sont des protéines multicuivres qui réduisent très bien l'oxygène en eau. Et on a travaillé sur 2 types de bilirubine oxydase. La première qui est une bilirubine oxydase bactérienne, qui est purifiée
qui a été identifié et purifié chez Nicolas Monod à Bordeaux et qui a la particularité d'être thermostable. Donc ça, c'est intéressant pour nous parce que comme on a aussi une enzyme d'oxydation de l'hydrogène qui est hyperthermophile, donc qui peut oxyder l'hydrogène à de hautes températures, tant qu'à faire, il valait mieux avoir de l'autre côté quelque chose qui puisse aussi résister à la température pour pouvoir profiter des cinétiques et développer des biopiles, des bioprocédés un peu différents des bioprocédés, on va dire, standards qui sont obligés de travailler à des températures inférieures à 35 degrés. Donc, on ne connaît pas encore la structure cristallo de cette enzyme, néanmoins à partir des séquences, donc on a fait un modèle. Donc vous avez ici le modèle. On voit qu'il y a un moment dipolaire qui pointe en fait à l'opposé du cuivre T1, qui est le cuivre sur lequel qui doit normalement s'accrocher à l'électrode si l'on veut avoir un transfert d'électrons direct. Alors, ce n'est pas vraiment ce que l'on a, parce que ces fibres, elles sont plutôt hydrophobes. Et malgré tout, comme vous pouvez le voir, on a de très jolis courants de réduction de l'oxygène, avec des densités de courant qui sont relativement importantes, même si on peut encore faire mieux, et il y a des gens qui font encore mieux dans le monde. Enfin, néanmoins, on arrive quand même à du 4 mA par cm², ce qui est déjà considérable. Et avec ce que l'on sait maintenant, je n'ai pas le temps vraiment de tout vous exposer, mais avec ce que l'on sait maintenant, c'est que ces fibres-là sont relativement hydrophobes. Et ce que l'on peut voir ici en surface de cette enzyme, c'est qu'il n'y a finalement pas tellement de patch acide ou de patch basique, donc de zones très chargées positivement ou très chargées négativement, mais qu'en revanche, il y a pas mal de zones qui sont hydrophobes. Et on pense que c'est essentiellement cette propriété-là qui fait que cette enzyme immobilisée dans ce type de matériaux est capable de réduire de façon très efficace l'oxygène en eau. Alors, concernant les feutres, malgré tout, bien que le feutre soit hydrophobe, jusqu'il y a encore 3 mois, on n'a pas été capable d'incorporer l'enzyme donc thermostable, hein, celle-ci, celle de Bacillus pumilus, dans les feutres. Bon, ça, on l'a résolu là maintenant, donc peut-être une prochaine fois, je pourrai vous en parler. Mais en tout cas, à l'époque, on ne savait pas le faire. Et donc, du coup, pour profiter des augmentations de courant liées à l'augmentation de la géométrie, à l'augmentation du transport dans les matériaux, on est passé sur une autre bilirubine oxydase, qui est une bilirubine oxydase commerciale, qui est très très bien connue, qui est cette fois extraite d'un champignon, et on est venu donc immobiliser cette enzyme dans des feutres modifiés éventuellement par ces nanotubes fonctionnalisés avec des fonctions carboxyliques. Donc là, vous voyez qu'on a également une très jolie réduction de l'oxygène par cette protéine avec des courants, hein, cette fois on n'est pas en densité de courant, des courants qui sont également très importants. Je vous mets juste cette diapo-là. Malheureusement, encore une fois, je n'ai pas le temps de développer tout ça, mais juste pour vous montrer que si le feutre, on le post-fonctionnalise, non pas avec ce type de nanotube de carbone fonctionnalisé OH, mais avec ce type de nanotube de carbone non fonctionnalisé, donc simplement des pristines qui sont aussi plutôt hydrophobes, on va avoir réduction de l'oxygène, mais avec des courants bien moins importants et une cinétique de réduction bien moins importante. Donc ça montre quoi? Ça montre qu'il y a un gros travail encore à faire. Et là, on a une publication qui va sortir très prochainement, je pense, qui essaie de faire vraiment le point là-dessus, pour essayer d'avoir une vue réelle des propriétés des matériaux en fonction des différentes conditions, pH en particulier, et de l'enzyme, de la surface de l'enzyme, de la surface qui environne le relais électronique qui doit vraiment être en contact avec le matériau, pour comprendre et pour essayer, une fois pour toutes, je ne sais pas si ce sera possible une fois pour toutes, mais de pouvoir prédire, avant d'être obligé de faire toutes les manips, de pouvoir prédire, voilà, on a telle enzyme, on a tel matériau, c'est telle fonctionnalisation qu'il faut faire. Parce qu'à l'heure actuelle, c'est quand même un petit peu, je ne vais pas dire anarchique, mais enfin, quand on a une nouvelle protéine, on la teste sur des matériaux, et on a beaucoup de mal pour l'instant à avoir vraiment une idée très rationnelle de ce qu'il faut pour avoir la bonne transformation des substrats. Voilà, donc avec ces concepts-là, donc à la fois d'orientation et d'augmentation des protéines immobilisées dans des réseaux tridimensionnels, quel type de biopile H2O2 on va pouvoir faire? Alors c'est un procédé qui est quand même émergent, hein, puisque la preuve de concept, elle ne date que de 10 ans dans le laboratoire de Fraser Armstrong, dont vous a parlé Marc Fonctave tout à l'heure, où il a montré effectivement qu'en associant 2 ou 3, je ne me rappelle plus, biopiles avec à l'anode une hydrogénase et à la cathode, je crois que c'était une lacase à l'époque, donc c'est une autre enzyme multicuivre mais extraite de champignons qui a des propriétés assez semblables à la bilirubine oxydase, il était capable d'alimenter une montre digitale. Donc la densité de puissance était de 5 microwatts par centimètre carré. Bon, alors certes, ce n'est pas très important, et
Juste une anecdote, dernièrement, je faisais une petite talk dans un réseau de gens des matériaux, donc avec des gens des piles à combustible, et donc je développais tout ce que je voulais développer, et un monsieur vient me voir à la fin, il me dit « Vous êtes trompé dans l'unité ». Non, c'est bien ça, c'est bien des microwatts par centimètre carré. Donc effectivement, on en est au microwatt, au milliwatt par centimètre carré, pas effectivement au watt par centimètre carré pour l'instant. Mais vous allez voir qu'on a bien avancé, puisque donc vous vous rappelez, 2005, 5 microwatts par centimètre carré. Si maintenant on profite de notre hydrogénase hyperthermophile, de la bilirubinoxydase thermostable, que l'on met tout ça dans les réseaux de nanofibres de carbone, comme je vous ai montré tout à l'heure, eh bien on a montré qu'on pouvait faire effectivement une biopile H2O2 qui va développer des densités de puissance de l'ordre de 1,5 milliwatt par centimètre carré à 60 degrés, je crois que c'est là le maximum, avec un OCV d'1,09 volts, donc ce qui est pas mal du tout. Et surtout, ce qu'on a montré, c'est qu'on était vraiment capable de sortir de la puissance de cette biopile sur une gamme de température allant de 30 à 80 degrés. Et ça, c'est vraiment la première fois que l'on montrait, grâce à l'utilisation d'enzymes un peu exotiques, qu'on pouvait lever cette limitation finalement des enzymes ou des micro-organismes qui ont tendance à ne pas pouvoir aller au-delà de 35 ou 40 degrés. Dans cette puissance qui était développée à l'époque était aussi une de celles qui était, voire la seule, qui était la plus élevée possible. Donc ça date de 2014. Et l'an dernier, donc, on a profité du fait que cette fois on savait modifier donc, des feutres de carbone et qu'on savait immobiliser les enzymes sur ces feutres de carbone pour aller vers un démonstrateur. Et donc on a de nouveau immobilisé notre enzyme super résistante hyperthermophile. Malheureusement, comme je vous l'ai dit, on n'a pas réussi à cette époque, là en tout cas, à immobiliser la bilirubinoxydase thermostable. Donc, on a immobilisé la bilirubinoxydase qui n'est pas thermostable dans les feutres également fonctionnalisés, post-fonctionnalisés. Et on a montré donc, qu'on était capable de sortir avec ce système-là une puissance de 500 microwatts avec un OCV de 1,14 volts. Et ça a été suffisant, moyennant quelques électroniques, bien entendu, pour alimenter un dispositif électronique sans fil complet ou pour preuve de concept. On a mesuré donc pendant 7 heures 5 mesures différentes, donc température d'anode, température de cathode, température extérieure, je crois, et puis différentes tensions de la pile. Et ça a été fait donc des mesures continues pendant 7 heures avec une fréquence de mesure de l'ordre de 15 secondes envoyée donc par radio à un ordinateur à l'autre bout de la pièce. Donc là, c'était la première fois également qu'on montrait que ce type de biopile pouvait délivrer des puissances suffisantes pour alimenter de vrais systèmes, des systèmes réels. Donc je pense que je vous ai montré que j'espère en tout cas que je vous ai convaincu que grâce à l'étude vraiment fine de l'orientation d'une enzyme sur une électrode, à l'augmentation donc des densités de courant ou des courants grâce à des réseaux tridimensionnels, on avait augmenté de façon considérable, et encore je n'ai pas mis 2005 ici, de façon considérable en très peu de temps, les puissances que pouvait fournir ce type de pile. Alors tout n'est pas rose, bien entendu, parce que pour l'instant, nous n'avons pas fait débiter notre pile pendant des mois et des mois. C'est peut-être pas nécessaire, d'ailleurs, en fonction du type d'utilisation que l'on aura. Mais il n'en reste pas moins que quand la dernière pile là, que je vous ai montrée, globalement, au bout de 24 heures de fonctionnement continu, on perd entre 40 et 50% des performances. Donc c'est énorme. Donc pour avancer, très certainement, non seulement pour avancer, mais peut-être pour être plus crédible, parce que c'est peut-être ça plus le problème qu'autre chose. Donc pour être plus crédible, il faut certainement avancer dans la stabilité de nos procédés. Et pour avancer dans la stabilité de nos procédés, il va falloir d'abord discriminer les causes de cette instabilité. Je pense que ça, c'est extrêmement important. Elles peuvent être de plusieurs ordres. Elles peuvent être effectivement liées à l'instabilité intrinsèque de l'enzyme. Ça, effectivement, Marc l'a rappelé, une enzyme, ce n'est pas forcément fait pour nous donner de l'énergie. C'est fait pour donner de l'énergie aux micro-organismes. Donc ça peut être lié à ça. Donc si c'est lié à ça, il faut sans doute continuer à travailler, à explorer la biodiversité pour trouver d'autres micro-organismes et d'autres enzymes qui auront peut-être d'autres propriétés qui permettront de lever un peu cette instabilité. Peut-être faut-il aller vers des complexes enzymatiques, c'est-à-dire ne pas prendre l'enzyme, mais prendre l'enzyme et une partie de la chaîne de transfert d'électrons pour essayer de conserver un peu de l'environnement de l'enzyme. Ou aller carrément vers le micro-organisme, donc c'est ce qu'a développé la semaine dernière Alain Bergel, en allant vers les piles microbiennes, pour lesquelles donc, on n'a pas de problème de stabilité, mais on perd en spécificité. On peut aller vers la protection de l'enzyme par des films polymères. Ça, c'est une étude intéressante qui est sortie il y a 2 ans maintenant, ou l'année dernière, je ne sais plus, par des Allemands, donc, qui ont
utilisé une hydrogénase qui est sensible à l'oxygène, qui l'ont insérée dans un polymère redox, et le polymère redox de très bas potentiel permet en fait de faire une couche sacrificielle qui permet au film d'être complètement anaérobie, et donc l'enzyme en est stabilisée. Donc c'est une autre possibilité. Et en fait, la dernière possibilité, c'est d'aller vers la voie biomimétique, donc qui est développée essentiellement chez Marc Van Cave et Vincent Artero, où effectivement, là, on va soit mimer, soit s'inspirer des sites catalytiques des enzymes pour faire de nouveaux catalyseurs qui seront peut-être plus stables. Mais il y a une autre instabilité qui est peut-être intrinsèque au biohybride, c'est-à-dire l'électrode, le nanomatériau et l'enzyme. Et pour ce faire, là, on manque vraiment de données pour savoir pourquoi le courant de catalyse diminue, par exemple. Quand un courant de catalyse diminue, comme on ne connaît pas, on n'a pas cet élément-là, on ne connaît pas le nombre d'enzymes qui effectivement participent au courant. On ne le sait pas. Donc quand le courant diminue, est-ce que c'est lié à un relargage progressif de l'enzyme ? Est-ce que c'est lié à une dénaturation progressive de l'enzyme? Est-ce que c'est lié à une reconformation, une réorientation de l'enzyme en fonction des différents paramètres, champ électrique, pH, force ionique, etc. Ça, on ne le sait pas. Et je pense que là, c'est vraiment un challenge que l'on a de développer tout ce qui va permettre de coupler l'électrochimie avec d'autres méthodes, en particulier de surface, les spectroscopies de surface, pour avoir vraiment une connaissance spatio-temporelle de l'activité d'une enzyme. Je vous donne juste un exemple de ce que l'on est en train de faire là, actuellement au laboratoire, où on essaye de coupler dans l'électrochimie avec la résonance plasmonique de surface. Donc ici, vous avez une bilirubine oxydase qui est mobilisée sur une électrode, et l'on suit le courant de réduction au cours du temps, on voit que ce courant de réduction diminue. Si dans le même temps, donc sur la même électrode, on suit la prise de masse ou la perte de masse, mais on voit qu'on n'a absolument pas de perte de masse. Donc ça veut dire d'abord que ce courant qui diminue n'est absolument pas lié à de l'enzyme qui est progressivement relarguée en solution. C'est lié à autre chose et on est en train de montrer effectivement par d'autres méthodes que c'est lié à une reconformation de l'enzyme sur l'interface. Donc ça, je crois que c'est quelque chose qui est essentiel et qu'il faut que l'on travaille là actuellement. Et puis, bon, Marc vous l'a également dit, quand on incorpore nos enzymes dans des matériaux tridimensionnels, certes, on obtient des courants d'oxydation ou de réduction très importants, qui sont largement augmentés par rapport à une surface plane, mais si on calcule le turnover, donc le nombre de molécules qui est transformé par unité de temps par les enzymes qui sont incorporées, on trouve des choses de 20 secondes moins 1, 50 secondes moins 1. On dépasse rarement ce turnover-là. Ce qui veut dire, et ça évidemment c'est calculé en supposant que toutes les enzymes que l'on a supposées intégrer dans le matériau sont actives. Donc ça veut dire que plein d'enzymes ne servent à rien. Donc soit elles sont dénaturées, c'est possible, soit elles ne sont pas connectées au réseau tridimensionnel. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment qu'on travaille sur la nanostructuration avec les connaissances que l'on a de chimie de surface pour pouvoir bien immobiliser, bien orienter une enzyme et avoir quelque chose qui ressemblerait peut-être à ça, où le turnover de l'enzyme sera donc optimisé. Et puis, il va falloir travailler beaucoup à la limitation par le transfert de masse, parce que comme ces enzymes sont très actives, même si on a des matériaux 3D sur des épaisseurs relativement importantes, très rapidement, on est limité par le flux de substrat, vu que l'enzyme, je trouve le mot en anglais, l'enzyme transforme très rapidement donc, le substrat, et très rapidement, on n'a plus finalement de substrat à l'intérieur. Et donc, on ne travaille pas forcément sur tout le volume du matériau tridimensionnel. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut beaucoup travailler, que l'on peut travailler effectivement en travaillant sur la porosité, contrôler et adapter, les hiérarchies de pores, etc. Mais très certainement aussi qu'il va falloir qu'on travaille à des techniques qui permettront de suivre le substrat et modéliser le transfert de gaz dans ces matériaux tridimensionnels. Bon voilà, j'espère que je vous ai donné un petit aperçu de ce que l'on faisait au laboratoire. Je voudrais terminer en remerciant tous les partenaires à ce travail, puisque ce travail a été fait dans le cadre de 2 ANR en particulier, et spécifiquement les étudiants qui ont beaucoup travaillé, parce que ce n'est pas facile de travailler sur des enzymes, c'est quelquefois un peu déprimant, donc je crois qu'il faut vraiment les remercier de tout le boulot. Donc Arène Monsalve qui va passer sa thèse là, très prochainement, les 2 postdocs qui travaillent actuellement avec moi, Yevgen Mazurenko et Cristina Guterres-Sanchez, qui sont à la fois des électrochimistes et des chimistes des matériaux, Anne de Poulpiquet et Alexandre Siakafava, qui sont vraiment les premiers thésards à avoir travaillé sur l'oxydation de l'hydrogène par les enzymes immobilisées dans notre labo. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention.